Tout d'abord, je tiens à m'excuser. En moins de 24 heures, après une conférence de presse explosive dimanche soir, Ruben Amorim est parti dès lundi matin. L'entraîneur portugais, arrivé à Old Trafford il y a 14 mois avec la réputation d'un jeune coach prometteur, a vu son règne s'achever, non à cause d'une lourde défaite, mais de ses propos après un nul 1-1 à Leeds. Amorim a publiquement demandé à la direction de Manchester United de le respecter comme manager et a exhorté Jason Wilcox à faire son travail. Je suis venu ici pour être le manager de Manchester United, pas pour être l'entraîneur de Manchester United, et c'est clair. Je sais que je ne suis pas Tuchel, Conte ou Mourinho, mais je suis le manager de Manchester United. C'était une position de défi qui s'est retournée contre lui de façon spectaculaire, car lorsque le soleil s'est levé lundi matin, United avait déjà pris sa décision. La question que tout le monde se pose est simple. Comment en est-on arrivé là? La réponse se trouve dans une série d'événements qui ont échappé à tout contrôle lors de la dernière semaine du mandat d'Amorim. Les graines avaient été semées plus tôt. Derrière les déclarations officielles et les discussions, un fossé croissant séparait Amorim et la nouvelle structure de United sous Ineos. Le point de rupture a eu lieu quand Amorim a rencontré Jason Wilcox à Carrington début janvier. Ce qui devait être un simple débriefing tactique après le décevant match nul 1-1 contre les Wolves, dernier du classement, s'est transformé en quelque chose de bien plus explosif. Des sources décrivent la réaction d'Amorim comme très négative et émotive lorsque la conversation a porté sur son cher système 3-4-3 et la nécessité d'une évolution tactique. La réunion a choqué certains membres du club et Amorim, très affecté, a annulé une interview télévisée prévue pour raisons personnelles. Lisandro Martinez a dû intervenir pour couvrir, signe clair d'une rupture. Wilcox et la direction de United voulaient discuter de la flexibilité. Ils avaient vu Amorim persister avec sa défense à 3 contre une équipe de Wolverhampton qui n'avait que 2 points à mi-saison et la frustration montait. La réalité était dure. Manchester United n'avait remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs. Malgré environ 250 millions de livres dépensés depuis son arrivée, l'équipe n'était que 6e de la Premier League avec 1,23 points par match, le pire résultat des entraîneurs de United à l'ère Premier League. Seulement 24 victoires en 63 matchs racontaient l'histoire d'un projet qui n'allait nulle part. Mais lorsque Wilcox a tenté d'aborder ses préoccupations tactiques, Amorim n'a pas répondu avec finesse tactique ou discours professionnel. Il a explosé. Ce n'était pas juste une mauvaise réunion, mais le résultat de semaines de tensions croissantes. Les fissures étaient apparentes depuis la veille de Noël, quand Amorim a reconnu publiquement que son 3-4-3 parfait exigeait de fortes dépenses, et qu'il commençait à comprendre que cela n'allait pas arriver. Peu après, il a évoqué l'importance d'un accord avec Wilcox avant le 2 janvier, lors de sa conférence d'avant-match contre Leeds, où il n'a plus caché ses intentions. Lorsqu'on lui a demandé si quelque chose avait changé concernant le budget ou si Wilcox lui en avait parlé, la réponse d'Amorim a été glaçante. « Je ne veux pas parler de ça, mais vous êtes très intelligent. » Froideur, frustration manifeste, refus d'engagement, tout y était. Puis vint le dimanche à Elland Road. Après le nul contre Leeds, Amorim a fait sa dernière déclaration publique comme entraîneur de Manchester United et c'était remarquable. « Je suis venu ici pour être manager de Manchester United, pas entraîneur », déclara-t-il. « Je sais que je ne m'appelle pas Tuchel, Mourinho ou Conte, mais je suis le manager. » C'était un défi à la hiérarchie, réclamant une autorité que la structure moderne du football refuse désormais aux entraîneurs. Il a affirmé qu'il finirait en 18 mois ou quand le conseil le déciderait, précisant qu'il ne démissionnerait pas. Son message était clair, soutenez-moi ou limogez-moi. Manchester United a choisi la seconde option avant l'aube le lendemain. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder au-delà de cette semaine agitée. Toute la période d'Amorim a été définie par une dévotion quasi religieuse à son système tactique, une formation en 3-4-3 qui lui a apporté la gloire au Sporting Lisbonne, mais s'est révélée désastreuse à Old Trafford. Il avait déclaré célèbrement que même le pape ne pourrait pas le faire changer de philosophie. Cette conviction inébranlable a causé sa perte. L'effectif de Manchester United n'étant pas conçu pour cela, des joueurs comme Bruno Fernandes, milieu offensif créatif, étaient forcés à des postes plus reculés. Dans le double pivot d'Amorim, Amad Diallo, jeune attaquant prometteur de United, a été reconverti en piston latéral défensif. Quand ses instincts lui commandaient d'attaquer, le système neutralisait les meilleurs de United et Amorim ne le voyait pas ou refusait de l'admettre.
fois, on croyait à une évolution. Il est passé à une défense à 4 contre Newcastle 26 décembre et United a gagné 1-0. Pendant un court instant, il a semblé qu'Amarim s'adaptait enfin, qu'il avait compris la situation et que l'équipe avait besoin de quelque chose de différent. 4 jours plus tard, face à Wolverhampton, il retrouve son 3-4-3 et United fait match nul 1-1 contre une équipe vouée à la relégation. Cette décision a déconcerté tout le monde. C'était la preuve la plus évidente que l'entêtement tactique d'Amarim n'était pas une force. C'était une ancre qui tirait le club vers le bas. L'équipe de recrutement de United a préféré Benjamin Sesko. Les démarches pour Antoine Semenyo de Bournemouth ont échoué. Amarim s'est senti abandonné, persuadé de ne pas avoir eu le soutien promis. La direction de United pensait autrement. Elle avait déjà dépensé 200 millions de livres cet été pour des joueurs comme Mbeumo, Kuna et Sesko. Selon eux, le renforcement du milieu central était prévu pour l'été, pas en janvier, et Amarim en était conscient. Le désaccord concernait moins la stratégie de transfert que le contrôle, le pouvoir et la décision finale. C'est ici que la structure Ineos de Sir Jim Ratcliffe devient cruciale pour comprendre la chute d'Amarim. Lorsque United a engagé Amarim, ils lui ont délibérément donné le titre d'entraîneur principal, pas de manager. Ce n'était pas une question de sémantique, c'était un changement de philosophie délibéré. Ratcliffe avait nommé Omar Barada au poste de président-directeur général et Jason Wilcox comme directeur sportif, précisément pour créer une structure moderne où les décisions tactiques reviennent à l'entraîneur. Le recrutement et la stratégie footballistique relèvent des dirigeants. Ratcliffe avait affirmé en décembre qu'Ineos choisirait la direction à prendre et que l'entraîneur devrait s'y conformer. En acceptant le poste, Amarim adhérait à cette structure, mais 14 mois après, il exigeait publiquement d'être reconnu manager avec un contrôle total. Cela n'allait jamais fonctionner, et voici la cruelle ironie, la nomination d'Amarim était en elle-même la preuve du dysfonctionnement d'Ineos. Dan Ashworth, le directeur sportif très estimé qu'ils avaient mis des mois à débaucher de Newcastle pour plus de 4 millions de livres, aurait plaidé pour d'autres options. Des entraîneurs anglais comme Gareth Southgate ou Thomas Frank, ou gardé rue de Van Nistelrooy comme intérimaire jusqu'à l'été. Ashworth avait mis en garde contre les difficultés d'implanter une formation rigide. En milieu de saison, Wilcox avait aussi des réserves, mais Barada a insisté sur Amarim, certain que son charisme et son palmarès seraient décisifs. 5 mois après la nomination d'Amarim, Ashworth s'était limogé pour un problème de chimie selon Ratcliffe. 1 an plus tard, Amarim part lui aussi. Le carnage financier est stupéfiant. United a déboursé près de 105 millions de livres pour limoger Erik ten Hag, plus de 4 millions pour la saga Ashworth et 11 millions d'euros pour libérer Amarim du Sporting. En plus de l'indemnité pour tout son staff technique, ils sont liés à son contrat jusqu'en 2027 estimé à 9-10 millions de livres sterling. Pour un club qui réduit drastiquement ses coûts, licencie 250 employés, supprime les déjeuners gratuits et retire Sir Alex Ferguson de son rôle d'ambassadeur pour économiser 2 millions de livres sterling. Ces erreurs de gestion brûlent de l'argent à un rythme alarmant. Les statistiques sont accablantes pour Amarim. 15 victoires en 47 matchs de Premier League, 19 défaites et seulement 38% de victoires, toutes compétitions confondues. La plus longue série de victoires a été de 3 matchs. United a terminé 15e la saison dernière avec 42 points, son pire classement en Premier League, et a perdu la finale de la Ligue Europa contre Tottenham. Cette saison a débuté avec 7 points en 6 matchs, leur pire départ depuis 1992-93 et une élimination humiliante en Carabao Cup contre Grimsby Town, équipe de Ligue 2. Il n'y avait aucune circonstance atténuante, aucune excuse valable. Le projet avait échoué de manière complète. La prochaine étape sera la 7e nomination d'un entraîneur pour United depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013 et cela montrera si Ineos a appris de ce fiasco. Darren Fletcher assure l'intérim mais n'est pas envisagé pour le poste jusqu'à la fin de la saison. Des noms comme Oliver Glasner sont cités pour l'été. La question reste, Ratcliffe et son équipe sauront-ils trouver la bonne personne et quand? Leur bilan inclut la prolongation de ten Hag. Pour ensuite le limoger quelques mois plus tard, embaucher puis renvoyer Ashworth en 5 mois et voir Amorim échouer après 1 an. Manchester United n'est pas moins dysfonctionnel aujourd'hui qu'à l'arrivée de Ratcliffe. Et le départ toxique d'Amorim est la dernière preuve éclatante que les problèmes à Old Trafford sont bien plus profonds qu'un simple entraîneur. Penses-tu que United peut renverser la situation?
Faites-le nous savoir dans les commentaires, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Activez également les notifications pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. À la prochaine, au revoir.